Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de Angleterre-Japon. Angleterre-Japon, un match qui a eu le mérite d'exister. C'est pas le meilleur match de cette Coupe du Monde. En fait, les Japonais, c'est vraiment terrible quand tu vois leur niveau d'il y a 4 ans, leur niveau aujourd'hui, parce que ça va pas être si facile que ça, hein. Ce groupe D, il est assez ouvert. Quand on voit notamment ce qu'ont fait les Samoa face au Chili, c'est vrai qu'on se dit, ce groupe D, il peut y avoir des choses intéressantes à envisager. Le Chili, ça semble compliqué, mais bon, c'est ouvert. Ce groupe D, il est ouvert. Comme le groupe C, moi j'en avais parlé en présentation en disant que c'était les groupes du bas qui étaient plus ouverts que le groupe du haut. Même le B, je pense que l'Écosse est quand même en dessous d'Afrique du Sud et de l'Irlande. Et dans le groupe A, je pense que la France et la Nouvelle-Zélande s'en sortiront. Je pense que l'Italie, c'est quand même en dessous. Mais dans ce groupe D, comme dans ce groupe C, on sent que toutes les équipes peuvent se faire taper parce que le niveau est très homogène. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si on sait que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify et Google. TikTok, le débrief à la mi-temps et à la fin des matchs, notamment Italie-Uruguay ou Uruguay-Italie, je ne sais plus c'est dans quel sens, qui sera un match intéressant pour la troisième place du groupe. Pour pouvoir participer, pour être qualifié directement à la prochaine Coupe du Monde, parce que ça pourra avoir un impact vu le match qu'a fait l'Uruguay face à l'équipe de France. On commence tout de suite avec ce Angleterre-Japon. C'est fou parce que l'Angleterre gagne. L'Angleterre a gagné ses deux premiers matchs. 9 points sur 10 possibles. C'est très bien de la part des Anglais. Surtout face au Japon et face à l'Argentine. Ils ont quand même joué deux très belles équipes. Deux très belles équipes, deux nations importantes quand même. Tu te dis que la situation est bonne. Et pourtant, au fond, dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Alors, lors du premier match, tu tombes sur un très grand George Ford qui te fait du très bon jeu au pied et qui te sauve un peu ton match avec ses 3 drops d'affilée, qui change la physionomie du match. Là, il n'y a pas eu George Ford, mais j'ai envie de dire que dans le jeu, c'est dur, hein. C'est vraiment très très compliqué. C'est-à-dire que tu vois que ça manque de talent, hein, je pense, du côté de l'Angleterre. Ça manque de talent, et puis oui, tu sens que c'est une équipe qui est en difficulté quand tu changes ton entraîneur à 7 mois d'une compétition, 8 mois d'une compétition, comme la Coupe du Monde, que ton tournoi à destination a été compliqué, qu'en plus cet entraîneur-là, c'est la suite d'Eddie Jones, et que ça se passait déjà pas très bien avec Eddie Jones sur la fin. Je pense que l'Angleterre, je sais pas s'ils vont changer d'entraîneur à la fin de cette Coupe du Monde, mais je pense que ça serait une bonne idée. Parce que là, dans le jeu, sur ce match-là, on sent que s'ils tombent face à une équipe un peu plus en place et un peu plus solide, ça sera compliqué. Et je pense que si j'étais les Samoa, il y a une opportunité à aller chercher l'Angleterre qui reste assez forte. Qui reste assez forte, vraiment. Parce que cette équipe anglaise dans le jeu, ça reste très faible. Et le Japon, face à une équipe pourtant anglaise qui n'est pas folichonne, ils n'ont pas fait beaucoup mieux que l'Argentine. Donc voilà. Compliqué. L'Angleterre, déjà, ils contrôlent le ballon pendant tout le match. C'est ça que j'ai oublié de regarder comme statistique. Mais c'est vrai que l'Angleterre, quand tu regardes bien, ils ont le ballon. Ils ont 66% de possession de balles sur la rencontre au total. En fin de match, vraiment, les Japonais ne trouvent pas la solution. Ils font du jeu d'occupation, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment tout le temps dans le camp japonais. On a 87-13 sur les 10 dernières minutes et 61-39 sur le match au complet. Donc vraiment, dans ce domaine-là, ils sont très bons parce que c'est vrai que les Japonais, c'est déjà compliqué d'aller dans le camp anglais. Donc c'est vrai que si tu es tout le temps, si tu campes chez ton adversaire,
c'est le cas dans plein de disciplines, c'est quand même plus compliqué pour qu'on te marque des points. Quand tu arrives à être dans son camp et à le mettre en difficulté. Après, le problème, c'est que le jeu au pied, ça marche bien, mais au bout d'un moment, on est sur une overdose de jeu au pied parce que, en fait, ils essayent 3-4 temps de jeu. Les 3 quarts du temps, ils n'avancent pas sur ces 3-4 temps de jeu. Et ensuite, jeu au pied. Et ça a été ça pendant toute la rencontre. Il n'y a aucune variété. C'est-à-dire que 2-3 temps de jeu, jeu au pied. 2-3 temps de jeu, jeu au pied. Ça pendant tout le match. Tout le match. Et il y a même eu des sifflets parce qu'au bout d'un moment, c'était le défaut qu'avait cette équipe avec Eddie Jones, mais au moins le jeu au pied servait à quelque chose. Là, en plus, à des moments, le jeu au pied, à part donner le ballon à l'adversaire et le faire reculer de 20 mètres, ça servait pas à grand-chose. Il y a un vrai problème au fond dans le jeu, mais parce que dès qu'on essaye d'aller au-delà de 4-5 phases de jeu, on fait des fautes, on fait des en avant, on rate des passes, on se fait avoir. Donc ça, c'est quand même un peu dommageable. Peu de variations, donc comme je disais, parce qu'on est toujours sur les mêmes systèmes de jeu, avec peu d'utilisation, notamment des deuxième et troisième lignes. On utilise énormément les ailiers. Johnny May, on l'a vu beaucoup. On utilise beaucoup les centres. On a vu beaucoup aussi Elliott Daly, une côté des ailiers, mais Tukilagi, Marchand. Le problème, c'est que, à part dans les phases défensives, on utilise assez peu Itoje, Chetsom, Love, Ben Earl, Ludlam, et ça, c'est une vraie déception. C'est une vraie déception pour moi parce que ce sont des joueurs qui ont quand même des qualités et pas que défensives, mais on ne les utilise pas, on les saute tout le temps. Voilà. Donc, et ce qui fait que la défense japonaise, comme il n'y a pas de variation dans le jeu anglais, c'est très facile à défendre, en gros. Et les Japonais, ils ont vraiment craqué sur la fin. C'est physiquement. Et je pense que le match à 13h face aux Chiliens a joué aussi. Parce qu'ils ont eu, j'ai l'impression, un petit peu de mal à s'en remettre. Et puis déjà, face au Chili, ils avaient eu du mal physiquement sur la fin du match. Mais c'est vrai que c'est dur, beaucoup d'en avant. Et puis trop de jeux au pied. Donc à un moment, ça en devenait ridicule. C'était tout le temps la même chose. C'est-à-dire 2-3 actions, jeu au pied. 2-3 actions, jeu au pied. C'est pas passionnant à voir. C'était très moche à voir. Du côté du Japon, fébrile, cette équipe japonaise. Pourtant, elle arrivait après une victoire face au Chili, donc elle arrivait normalement avec un peu de confiance, mais on l'a senti tout de suite comme si elle avait peur de cette équipe anglaise, alors que les Anglais en Europe, ça fait depuis quelques temps qu'ils font plus vraiment peur. Et j'ai trouvé donc vraiment en début de match cette équipe très fébrile. On avait l'impression qu'on avait peur un peu de se découvrir dans ce match. On avait peur de prendre des risques. Donc cette équipe anglaise, pas l'équipe la plus dangereuse encore une fois, et on ne prenait aucun risque dans le jeu. Donc fébrile, un manque cruel de puissance. Ça n'avançait pas sur le jeu au près. Tu avais 2-3 temps de jeu, on faisait des pick and go, ça ne marchait pas. On essayait de fixer la défense, mais la défense anglaise n'était absolument pas fixée parce que tu as un manque de puissance. Alors c'était déjà le cas avant, le Japon n'a jamais été... ça n'a jamais été une grande... Enfin, face aux grandes nations, ça a toujours été compliqué au niveau de la puissance. Mais ils arrivaient à combler par le physique, ils arrivaient à combler par la vitesse, par des combinaisons. Sauf que là, face à Angleterre, on n'a pas vraiment vu ça. Les combinaisons, il y en a très peu. Physiquement, la vitesse, ils n'en ont pas tant que ça. On voit qu'en deuxième partie de match, en deuxième mi-temps, vraiment, c'est très très compliqué de ce côté-là. Aussi, le fait de ne pas faire de contre-ruck. Alors tu peux te dire c'est bien parce qu'ils peuvent défendre sur les ailes et bloquer les Anglais dans ce domaine-là, sauf que encore une fois les Anglais ne sont pas dangereux offensivement, c'est surtout que tu ne récupères jamais le ballon. Et si les Anglais ont autant de possession de balle à la fin du match, ce fameux 66-34 qui fait très mal, tout simplement c'est parce qu'il n'y a pas de contre-ruck, c'est-à-dire que les Japonais
c'est quasiment impossible de récupérer le ballon, à part si l'adversaire fait une erreur ou te redonne le ballon au pied. C'est la seule solution. Si l'équipe d'Angleterre joue de manière plus intelligente, ils peuvent coller 80 points au Japon. Parce que de toute manière, le Japon ne récupérera jamais la balle. Donc c'est bien de ne pas vouloir faire de contre-ruck de temps en temps, mais bon, c'est ce qui fait que l'Angleterre a autant de temps pour jouer, peut prendre son temps, et au bout d'un moment, il ne faut pas le faire face aux grosses nations. Face aux grosses nations, tu es obligé de faire un peu de contre-ruck, d'essayer de gêner la sortie de balle. Sauf que du côté du Japon, on n'a pas envie de le faire. Alors autant face au Chili, ça a marché, autant face au Japon, face à l'Angleterre, ça ne marchait pas du tout. Une défense qui recule, une prise de risque pas assez importante et pourtant du déchet technique. Alors il y en a eu du côté de l'Angleterre, mais du côté du Japon, c'était la fête. Et puis physiquement, ils n'ont pas tenu le choc. Vraiment, à partir de la 40... Dès la fin de la première mi-temps, c'est dur. Dès la fin de la première mi-temps, tu sens que cette équipe anglaise vraiment leur marche dessus. Et après, ça a fait une démonstration sur la fin du match avec l'essai de Courtney Love, de Stewart, de Marchant, où on voit tout de suite que dès que l'Angleterre accélère et le Japon baisse vraiment de niveau, là, ça ne suit plus du tout du côté des Japonais. On regarde tout de suite les joueurs du match du côté de l'Angleterre. En flop, Itoje. On ne l'a pas suffisamment vu. J'ai trouvé que sur les touches, il ne l'a pas apporté tant que ça. Pourtant, c'est un joueur qui n'est pas mauvais là-dedans. Et puis, j'ai pas trouvé que cette équipe anglaise, il n'a pas gratté beaucoup de ballons. Je trouve, donc voilà, j'ai trouvé qu'Itoje était moins bon. Mais je l'avais déjà pas trouvé exceptionnel sur le tournoi destination. Maro Itoje, donc je pense que c'est un peu dans la continuité. En plus, Johnny May, qui a fait un bon travail défensif et offensivement, quand on le trouve, on l'a trouvé pas mal de fois, mais quand on le trouve et qu'on le met dans de bonnes dispositions, il peut casser des lignes, mais il faut l'amener avec un peu de vitesse. Sauf que souvent, il se retrouve face à la défense avec peu de vitesse, mais même sur 2-3 appuis, il arrive quand même à faire mal. Johnny May, donc c'est pour ça que je le mets au top, même si il n'a pas marqué d'essai, mais j'ai trouvé que c'était un joueur intéressant. Du côté du Japon, Matsuda, en plus, il a tenté Matsuda. Autant Nagaré, au niveau du jeu, c'était pas dingue, notamment du jeu au pied. Mais Matsuda, il marque déjà tous les points de son équipe. Les 12 points, c'est grâce à lui. Très bon jeu au pied de Matsuda. Mais en plus, je trouve qu'il a tenté des choses dans le jeu. Après, si ça n'a pas marché, c'est pour d'autres raisons. Et puis je dirais qu'en flop, Fakatawa, parce que Fakatawa, il avait fait vraiment un bon premier match. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus discret et surtout, le manque de puissance s'est fait sentir face aux joueurs anglais. Et lui aussi n'a pas récupéré tant de ballons que ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis Fakatawa. Mais vraiment, cette équipe japonaise, c'est vraiment compliqué, je pense même pour la qualif. C'est-à-dire que, encore une fois, ce groupe C est très ouvert. Avec l'Argentine, avec les Samoa, la qualif va pas être simple. Et même la 3e place va peut-être pas être si évidente que ça, vu ce qu'a montré quand même les Samoa face au Chili. On regarde tout de suite même le classement de ce groupe pour faire un petit point dans ce groupe C. L'Angleterre est en tête avec 9 points. Samoa et Japon à égalité avec 5 points. La différence, c'est que le Japon a perdu un match donc, est 3e et surtout avec un average goal qui est moins bon que les Samoans, mais les Samoans n'ont fait qu'une rencontre jusqu'à maintenant. Et l'Argentine est dernière avec 0 points, mais elle n'a joué qu'une fois. Et le Chili est 5e avec 0 points également de marqué. Nous, on se retrouve le week-end prochain pour la suite de ce groupe C. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Vous pouvez faire un super thanks également. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!